So I know you have to speak closely. And I just took a huge hit of vitamins to help me through this. Je viens de prendre mes vitamines pour m'aider à passer à travers de cette session. When you start a panel, the way the morning panel started, the neuroplasticity. La neuroplasticité à travers ce panel, on voit à quel point cela nous met au défi. Notre dilemme d'évolution est mis au défi. Il faut trouver des façons simplifiées de communiquer et d'agir. I think there's some advantages to doing things in bits and pieces. Il y a certains avantages de faire des sessions différentes et puis ensuite de tout rapiécer cela. Nous avons eu 15 ateliers, près de 30 présentateurs, 8 pays représentés, plusieurs régions, le Nunavut, le Canada, au sein du Canada, il y a aussi le Québec, l'Ontario, il y a l'Allemagne, l'Inde, la France, l'Australie, le continent africain. Il y a eu plusieurs choses qui ont été discutées. Les éléments radioactifs, toxiques, l'uranium. Qu'est-ce que tout cela lègue à nos enfants? Et surtout sur les terres autochtones, où les gens doivent composer après coup avec tout cela. Très rapidement, c'est cela, mais ne perdons pas de vue la toxicité de tout cela alors que nous préparons la déclaration. Le processus, c'est de passer, de regarder les ateliers qui ont été présentés, les présentateurs, et puis de colliger tout cela. Certaines choses peuvent nous rester assez fermement dans l'esprit et ainsi s'incorporer à la déclaration. Premier atelier, donc. Gordon Edwards. Qui a quelque chose à ramener de cette plénière? Le deuxième atelier sur l'extraction de l'uranium aux États-Unis. Est-ce que quelqu'un ici aimerait rapporter quelque chose ou présenter quelque chose? Pourriez-vous aller au microphone, s'il vous plaît? And all of you may want to keep track of this because it'll help move the process along. Si vous voulez garder tout cela en tête, ça va nous aider au bon déroulement du processus. C'est génial de te voir ici. Utilisez le microphone, s'il vous plaît. On parlait des meilleures pratiques dans les installations. Je n'ai pas de recommandation du comité, de la commission sur la sécurité et dans la vidéo qu'on a vu. La première recommandation, c'est que le solaire, l'éolien et d'autres énergies renouvelables croissent et que les autres types d'énergie diminue. Cela réduit donc la demande envers le nucléaire. La demande réduite envers les nouveaux sites d'uranium signifie que les meilleures pratiques doivent être appliquées aux sites existants et non seulement aux nouveaux. Ils doivent
être appliqué à ceux qui sont existants, puisque peu de nouveaux sites vont être ouverts. Pour les résidus nucléaires, la meilleure pratique est de les disposer d'eux lorsqu'ils sont épais et secs dans des sites disposés à cet effet, tel que mentionné par la Commission américaine sur la sécurité dans le nucléaire. Pour les déversements, les résidus secs pourraient affecter plusieurs sites. Des résidus. Les résidus rocheux, donc, devraient aussi être incorporés. Et, finalement, la méthode de restauration, donc, devrait amener non seulement un retour aux normes, mais une restauration qui est appropriée pour les sites appropriés. Je sais qu'il y a plusieurs éléments dans ces recommandations. Merci. Now that's your best practice right there. There's your model. Ça, c'est une des meilleures pratiques. Maintenant, l'atelier sur l'Inde, est-ce que quelqu'un ici aimerait dire un mot? Riprekis de l'Inde. Je voulais dire que une solution pratique pour le besoin d'énergie en Inde, parce que la France vend 6 usines. Alors, quelle est la recommandation et l'aspect pratique à la solution de ces pour l'Inde? Donc, une politique pour se porter vers les autres énergies renouvelables et non le nucléaire. Oui, c'est lié à une situation géopolitique. Alors, quel serait le message des Indiens ici? Et puis, quelle serait la réponse des Indiens qui sont venus ici? C'est une bonne question. Est-ce que quelqu'un de l'atelier 4 sur l'Inde, sur l'Inde et les... On pensait que cette conférence devrait prendre une position afin de condamner fermement la vente de l'uranium à l'Inde, et que le président Modi soit un invité, mais non un consommateur de la toxicité de nos éléments minéraux. Sur l'Inde, notre atelier voulait aussi condamner la vente de ces produits sur l'Inde. On aimerait mentionner des sanctions. Le portrait pour le développement des matériaux en Inde devrait être similaire à ce qui a été utilisé en Iran. Si on peut utiliser l'Iran comme une plateforme de sanctions, et puis de dire de signer le MPT, on pourrait dire soit vous recevez des sanctions comme l'Iran, ou vous obéissez aux mécanismes de protection mis en place. Et on ouvre aussi la possibilité de parler de conflits géopolitiques et de cohérence entre les deux.
Le MPT, oui. Donc oui, il faut prendre cette décision avant la déclaration. Gordon, tu as été le rapporteur d'atelier ou non? Je voulais poursuivre sur ce que Erika a mentionné. Bien que je comprends la logique d'imposer des conditions similaires en Inde, je crois que des conditions similaires devraient être imposées à tout le monde. Si ces conditions étaient imposées à tous les pays, si l'Iran, c'est raisonnable pour que la communauté internationale impose de telles conditions, ça devrait être raisonnable pour en imposer à tout le monde. Et, ce faisant, on alterait la production de matériel dérivé de l'uranium ainsi. C'est ce que je voulais dire. Oui, je pense que c'est un excellent point. Si les gens pouvaient dire, montrer avec leurs mains levée, leur soutien universel envers cette universalité, c'est une note que l'on irait dans cette direction lors de la déclaration. C'est génial. Merci, Gordon. Est-ce que je peux ajouter en tant que médecin? Nous devons arrêter de créer des déchets radioactifs. C'est la conclusion. Il faut arrêter d'en créer 30 tonnes par année qui durent des milliers d'années. C'est pour qui va créer des malformations congénitales, des leucémies, des cancers, non seulement chez l'humain, chez les animaux, chez les plantes. Donc, je ne sais pas quoi dire, mais c'est le plus grand problème de santé auquel le monde fait face. Il doit y avoir une résolution. On doit s'y pencher à cette conférence. Et on ne peut pas continuer à créer des déchets radioactifs. Oui, ça a été répété dans plusieurs ateliers. Alors que je comprends que on ouvre les valves ici, mais je ne veux pas perdre le fil de la discussion. Est-ce que quelqu'un était sur celui de la révision sur Québec? Sur l'Inde encore, là. Allez-y. Oui, j'ai une seule chose à ajouter ici. Sur l'Inde, bien sûr. On peut imposer toutes les sanctions que l'on veut, toutes les demandes, mais rien ne va arrêter un accident comme celui qui est arrivé au Japon. Je crois qu'on devrait demander l'abolition de toutes les applications de fission nucléaire à l'extérieur de la recherche. Oui, il faut ce genre d'affirmation. C'est ce que l'on veut dire. Si je puis, merci. Deux suggestions. Que les déchets débutent le moment où l'on commence à extraire de l'uranium. Donc, d'abord, aller à la source et dire plus d'extraction d'uranium. Point. Ce serait ma suggestion en tant que première étape afin de mettre un point final à ces déchets. Deuxième point pratique qui ressort de cette atelier sur l'Inde, plusieurs organisations indiennes n'ont pas les instruments de base afin de mesurer la radiation et ce genre de choses. Je crois que cette conférence peut arriver à ce genre de ressources pour s'assurer qu'en Inde, et je crois qu'il y a des gens du Mali, du Cameroun, les 3 délégués avaient accès à au moins ces genres d'instruments qui mesurent la radiation. Je crois par conséquent que je fais la suggestion. Oui, je prends note parce que je n'ai pas vu ce genre de propos. Oui, c'est une chose pratique qu'on peut faire à cette conférence, de soutenir l'accès à ces instruments au Mali, en Inde, au Cameroun. Oui, OK, on va garder ça en tête. Maintenant, celle sur les soins maternels. Ouais. L'INSPQ, en reconnaissant les méthodes qui ont été
proposées par les NSPQ, on a 11 études qui lient l'extraction de l'uranium aux problèmes de santé. Et toutes ces études sont très petites. Elles montrent des possibilités d'augmentation, des cancers du poumon, problèmes génétiques, leucémie lors de la maternité. Et on demande un moratoire sur l'extraction d'uranium parce qu'il y a des risques. Et tant que l'on n'a pas de bonnes études pour prouver qu'il n'y a pas de risque à extraire l'uranium, on ne devrait pas se lancer là-dedans. On devrait faire des études afin de voir quelle est la ligne de base de radiation. Tout cela devrait être payé par les compagnies qui ont pollué sur nos territoires. Les compagnies devraient donc mener ce genre d'études pour voir les répercussions. C'est ce qu'on avait à mentionner durant notre atelier. Merci. Un avertissement de 76, c'est ce que Saskatchewan a mentionné. Ils n'ont jamais mesuré la mesure de base. Moratoire ou interdiction. Je crois qu'on devrait penser à la langue que l'on utilise. Je comprends ce que vous mentionnez, mais il y a aussi différentes choses qui se passent parce que l'interdiction, ça peut être une façon de l'articuler. On en sait assez qu'il y a différentes choses qui pourraient se passer. C'est génial. Une recommandation simple, le gaz radéon, la deuxième cause de cancer du poumon au Canada. Elle n'est pas vraiment bien publicisée dans le public. On devrait mesurer l'impact du gaz radon à la maison. Ces niveaux sont élevés, au-dessus des normes. Mais il devrait y avoir une norme en place. Il y a déjà des cas de cancer à cause de cela. On ne parle pas d'extraction, de résidus, de gens dans ces zones-là. Non, c'est un besoin universel de prendre conscience du gaz radon, qui peut causer des problèmes à long terme. Maintenant que j'ai le micro, la présentation de Mike Pucci, le succès, sur ce que vous avez mentionné, sur un moratoire plutôt, ou une interdiction. Il parlait de renverser le moratoire sur l'extraction. Il y avait une bataille juridique orientée vers le communautaire par les communautés. Donc, il a mentionné qu'il y a beaucoup de républicains qui ont des positions conservatrices, qui arrivent à renverser les moratoires, mais s'il y a du courage, les leaders doivent suivre la communauté. Oui, et en Nouvelle-Écosse aussi. Une recommandation pour la présentation sur les femmes autochtones. Un vérificateur médico-légal a trouvé que c'était un énorme problème universel, ou plutôt global, envers les femmes autochtones lorsqu'on retrouve un état de santé appauvri dans ces communautés. La période de latence dans plusieurs de ces cancers m'apparaît qu'après 5, 10, 20 ans, il faut être en mesure de comparer. Et pour réitérer ce point, c'est essentiel pour que ce groupe arrive avec une affirmation en ce sens. En tant que groupe, on devrait mentionner que le nucléaire n'est pas une solution au changement climatique. Pour la justice environnementale, sociale, ça devrait être un point fort. C'est à point et nos ministres ici se rassemblant à Québec devraient entendre cette voix. C'est essentiel
notre perspective. Merci. Oui, je sais que tout cela n'a pas, ce point-là n'a pas fait son chemin. Et en pensant à la déclaration, on devrait aussi inclure le fait que ce n'est pas une énergie verte. Et pourquoi? Est-ce que l'on soutient cela? Est-ce qu'on appuie tout cela alors que l'on produit notre document? Ce qui me préoccupe, c'est que si ce n'est pas inclus, ce serait comme si on évite cette question. Alors, on va la prendre en considération. L'atelier sur la santé maternelle, dans cet atelier, la recommandation, c'est qu'on doit s'éloigner de faire des études avec en référence des hommes. Non, il faut impliquer davantage de femmes et aussi créer et insister sur des réglementations qui protègent les gens comme les embryons, les femmes enceintes, les enfants. Et aussi, on ne peut pas faire des tests sur l'embryon parce que c'est non éthique, mais on doit protéger la femme enceinte. La présentation parlait de la participation des jeunes. Alors, utilisez les diapos pour les présenter chez vous comme professionnels de la santé et aussi les infirmières en santé publique pour être activistes, utiliser notre crédibilité, influencer les politiciens dans nos pays et aussi faire participer les jeunes actuellement afin qu'ils participent. Je pense que beaucoup de gens dans la salle, vous pouvez être des mentors extraordinaires chez vous. Les jeunes ont besoin de mentors. On a besoin de temps aussi d'apprendre avec vous. On sait que c'est très gros, c'est énorme. On voit qu'il y a des gens, peu de gens dans la vingtaine. Il faut changer. Il faut vraiment impliquer les jeunes pour être plus fort. Merci. Et certains d'entre nous, on a des petits-enfants. Il faudrait porter ça à l'attention des parents. Passons ensuite à l'autre série d'ateliers. La première session dans les ateliers B, gestion des résidus miniers uranifères. L'atelier sur la chaîne du nucléaire en Australie. Mon nom est Jim. Un peu un résumé de la journée. Nous avons eu un aperçu de l'histoire et on a indiqué que l'état actuel des connaissances et les perspectives à venir de l'industrie nucléaire en Australie. Il y a des États qui veulent avoir un lieu de dépôt des résidus national et il y en a qui veulent que ce soit une source d'argent pour l'Australie. On a parlé aussi de l'importance de la culture de l'uranium et on a parlé des impacts environnementaux néfastes et les impacts aussi personnels, en fait, je devrais dire, sur la vie des gens. Nous avons une énorme responsabilité comme Australiens à partir de l'expérience qu'on a vue au Japon. C'était l'ancien premier ministre du Japon qui a parlé. Nous, on l'a rencontré, on l'a invité en Australie pour qu'il convainque les Australiens de ce dont ils... tout n'est pas normal après Fukushima parce que tout le monde ne voit plus les choses de la même manière. L'importance aussi de l'action au niveau des communautés. Ça, c'est vraiment l'importance. Et la résistance que ça peut avoir. Il y a aussi des établissements qui ont des partis pris, les universités qui y voient beaucoup d'avantages. Et c'est des mensonges. On l'a vu aujourd'hui. Et aussi dans beaucoup d'endroits. Les résidus radioactifs
les dépôts qu'on a interdits. Et ici, les grands vents qu'on a eus avec le Kungar, Jeffrey Upday. Alors, on peut interdire des choses. On a fait beaucoup de chemin. On est 6 ici. Nous voulons avoir l'appui des gens ici. Que ce soit, bon, peut-être qu'on pourrait rencontrer quelques-uns pour mesurer, bon, les gaz, l'eau, l'état de la situation. Et chez nous, il y a beaucoup de choses qui sont faites par le gouvernement en coulisses. Et pour l'instant, on ne fait pas trop confiance au gouvernement. Si ces gens pouvaient nous appuyer, surtout avec l'utilisation de produits chimiques au Canada. S'ils vont dehors et ils respirent des poussières d'uranium, en Australie, il y a des dizaines de personnes qui savent qu'il y a des gens très pauvres qui sont proches du sol. Et, on disait, ne vous approchez pas, il y a des endroits empoisonnés. Alors, depuis... Bon, écoutez, on veut les arrêter, ces gens. Nous sommes heureux d'être ici. Nous sommes heureux de parler à vous. Vous faites un bon boulot. Félicitations. Magnifique. Et avec cette histoire sur le produit chimique, ça a été créé par 2 sociétés de la couronne, une provinciale et une fédérale. Maintenant, est-ce qu'on pourrait passer à la Saskatchewan? Bon, je suis de la Saskatchewan. En Saskatchewan, il y avait M. Preble et Tsani pour le Québec. La leçon, c'est de ne pas s'attendre à ce que le gouvernement fédéral établisse une réglementation sur les pratiques d'extraction d'uranium. Le Québec ne devrait pas compter sur le gouvernement fédéral pour terminer l'exploitation des mines d'uranium. Même dans des pays où il y a un dictatoriat et aussi par d'autres régimes. Au niveau national, il ne devrait plus y avoir de nouvelles mines d'uranium. Les usines nucléaires devraient être mises à l'abandon. Il ne devrait plus y avoir d'uranium vendu à d'autres pays. Jim Sani, les Dénés, Premières Nations, on dit que le leadership a beaucoup d'informations à donner au gouvernement en fonction des recommandations des chefs. Si nous, on leur dit non, c'est vrai. Les gouvernements fédéraux, provinciaux ne devraient pas chercher d'autres voies pour obtenir les réponses qu'ils veulent afin d'obtenir l'approbation du gouvernement. Et je sais très bien que l'interdiction de l'uranium, du retraitement de l'uranium, je n'ai pas vu. Est-ce que c'était couvert dans ce document? Levez la main parce que ça fait partie un peu de la question. On lutte contre ça en Saskatchewan parce qu'on sait de quelle façon ils ont géré les dépôts de résidus de l'uranium. Si vous regardez attentivement les documents, vous voyez comment c'est traité. L'interprète est désolé, le commentaire était inaudible. Worldwide, the words matter. OK. Les mots sont importants. La France, Allemagne.
S'il vous plaît, ceux d'entre vous qui ont un esprit synthétique, ce qui n'est pas mauvais, essayez de suivre les thèmes parce qu'il faut parce que demain, on va avoir beaucoup plus de détails. Alors, il faut bien dormir la nuit prochaine et sentir que, bon, tout ça est... Allez-y. Nous avons montré des exemples de l'impact des mines d'uranium en France et en Allemagne. Le modérateur était Louise Van de Lac. Elle n'est pas ici cet après-midi. Elle m'a demandé de résumer ce qui a été dit à l'atelier. En fait, l'idée, c'est de demander une évaluation complète du cycle de vie de l'exploitation minière de l'uranium sur tous les plans, l'économie, les gaz à effet de serre, les conséquences, y compris le fait que personne n'a de solution pour entreposer les centaines de millions de tonnes de résidus et de roches. Il n'y a personne qui a des solutions afin de décontaminer correctement et de traiter l'eau aussi qui circule encore de la mine, même après leur fermeture. J'aimerais ajouter une petite note personnelle. À certains moments dans la discussion, nous avons insisté sur l'importance de la couverture par les médias. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est important de dire que nous devrions améliorer la façon dont la presse, les médias dans tous les pays sont en mesure de témoigner de ce qu'on dit. C'est vraiment un problème. Il y a un autre point, c'est l'information publique. Il faut améliorer le niveau d'éducation, l'information publique en commençant à l'école et aussi la formation des gens qui résident proches de ces sites, comprendre c'est quoi la radioactivité, comment contrôler les radiations et aussi améliorer les règlements au niveau national, international, en matière de protection contre les radiations et aussi l'exploitation minière d'uranium. On a parlé d'éliminer le lien entre l'AIA et l'OMC, faire la promotion d'évaluation indépendante pour la formation, améliorer la formation, les connaissances des gens et aussi en fonction de l'atelier avec l'Afrique, ça a déjà été mentionné. Je pense que c'est important de donner des outils aux gens des communautés, d'avoir l'équipement nécessaire pour suivre de près et contrôler les radiations. Des idées sur une meilleure utilisation des médias? En ce qui concerne la presse, ce que je peux dire, il faut prendre l'exemple de la France, simplement pour vous dire que les petites victoires qu'on pourrait avoir, ces petites victoires, on doit les médias doivent nous accompagner en faisant une vidéo, un film, je ne sais pas comment. Comment, sur le plan institutionnel, on peut avoir un impact sur les médias? Je ne sais pas comment agir sur les médias. Les gens du nord de la Saskatchewan, il y en a certains qui sont ici, ceux qui ont formé un comité pour les générations futures. Moi, j'ai cherché sur Google et je ne sais pas comment on a fait ça, mais ils sont entrée sur la presse autochtone. Vous voyez le changement au cours d'une période de 4 ans. Les gens, donc, dans ces régions éloignées, dans ces petits villages axés sur les ressources, la valeur de leur rapport a changé. Peut-être que les médias locaux et aussi l'action communautaire et la sensibilisation est plus importante qu'on pense. Merci.
Je travaille dans le domaine des stratégies avec les médias. Je pourrais vous donner un coup de main, semble dire l'intervenante. Oui, c'est important parce que ça fait 2 fois qu'on le mentionne et on a le noté. Sommes-nous prêts à passer à Sciences Académie? Je suis de l'Allemagne et je pense que la réhabilitation des terrains, c'est très, très difficile en Allemagne, sinon impossible. Souvent aussi, c'est très coûteux, trop coûteux. L'Allemagne a dépensé énormément de millions d'euros. C'est des coûts très élevés pour réhabiliter des sites. Et au bout du compte, l'impact de l'uranium sur le plan financier, aussi sur le plan de la santé, est externalisé par des compagnies et est imposé au public en général. Alors, pour l'instant, les coûts de réhabilitation des sites d'uranium sont peut-être plus élevés que le prix de l'uranium. Les gouvernements ne sont peu habiles, comment dire, ont des très mauvaises recommandations quand les compagnies arrivent et leur disent vous allez faire des profits sous forme de taxes. Et je cherche mes mots. Parce qu'eux ne parlent pas des coûts de réhabilitation et souvent, ils font faillite avant d'engager des frais de réhabilitation. Alors, il n'y a aucun profit pour l'État à long terme. Et aussi, il faut une analyse économique très approfondie. Alors, le 5e atelier, l'Académie des sciences des États-Unis. Non, aujourd'hui, bon, ce que j'ai à dire n'est pas tiré d'un atelier, mais nous, on a eu une réunion du caucus WMAN et on a eu un objectif sur les enjeux de l'exploitation minière pour les Autochtones. Les Autochtones des États-Unis, de l'Alaska, du Canada. Et ce qui nous unit tous, quel que soit le type d'exploitation minière, c'est que nous avons tous besoin d'eau. Nous avons besoin d'eau. C'est pas assez juste de reconnaître les impacts sur les droits de la personne et tout. Mais nous, on a un objectif. On veut reconnaître les droits à l'eau. Et on aimerait le présenter, il faut s'en rappeler. Et nous, on veut que nos gouvernements le reconnaissent, ce droit à l'eau. Mais je sais qu'on est loin de ça, mais il faut le mettre quelque chose, écrire quelque chose que l'eau est importante. L'eau a des droits et nous avons le droit aussi à l'eau. Personne n'était là du premier atelier. Excusez-moi. Un commentaire. Vous avez parlé des générations futures. Nous avons appris beaucoup des gens des Premières Nations aujourd'hui. J'ai rencontré récemment un professeur de France qui a une chaire sur les droits de la personne pour les générations futures. Je voulais simplement vous le dire ici au symposium. Il existe on enseigne le droit des futures générations aux étudiants en droit. C'est remarquable. Bon, alors ça va? Il n'y a personne qui prend la parole pour le premier atelier? Alors, ça va? Bon. Académie des sciences? L'expérience des Navajo, est-ce que ça... L'Académie des sciences, maintenant? C'était très important. Renseigner les politiciens, les décideurs
Donc, si les barrages de résidus brisent, les polluants se répandent et c'est très rapide. Ça descend les rivières et le taux de radioactivité va s'élever et ça prend que 2 ans. À ce moment-là, la rivière peut-être va se nettoyer, mais pendant ces 2 ans, les gens devraient être déménagés de cette rivière, des berges de la rivière. Ça prend 2 ans. Alors, ces rivières sont importantes, sont sources d'eau potable pour beaucoup de communautés aux États-Unis. On veut regarder la menace. Ça peut menacer même l'industrie navale, l'industrie maritime. Alors, c'était des commentaires qui sont extrêmement importants, qui ont été soulevés. Je veux parler aussi un peu plus des Autochtones, parce que c'est très touchant. Les présentateurs parlent avec passion. Il faut reconnaître que les femmes sont des forces très puissantes. Elles enseignent, parlent de la mère Terre. Il faut respecter, honorer le travail qu'elles font. Les femmes doivent être à l'avant-plan de ces batailles ou ces sensibilisations environnementales et ces mouvements d'activisme. Je dis oui, sinon ma femme va me tuer. Non, je blague. La Commission de sécurité nucléaire doit cesser de regarder le mandat, mais doivent se soucier de la santé et de la population et non la santé de leur mandat. Bon, alors on parle du Groenland, le Nunavut. On a eu d'excellentes présentations. J'ai une chose à dire. Je sais que vous allez parler des droits des Autochtones plus tard cette semaine, mais il y a une chose qui est importante. Il faut en parler déjà, maintenant. En fait, il y a plusieurs choses. J'essaie d'organiser ma pensée pour que ce soit clair. Comme je l'ai dit au cours du débat, on a lutté pendant des décennies pour que nos droits soient reconnus. Quand la Déclaration des Nations unies adoptée par les Nations unies, 4 pays ont voté contre. C'était le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis. Certains de ces pays ont endossé, ont été signataires à la déclaration. La déclaration contient une liste d'articles qui concernent le développement des ressources, comme je l'ai dit, avec consentement informé. Je sais que certains pays pensent que le consentement signifie consultation. Beaucoup de gens utilisent la première lettre. Il faut que ce soit un consentement libre et éclairé. C'est ça qui est important, consentement libre et éclairé. Ceci dit, il ne faut pas oublier libre et éclairé. Quand on parle de ça, il y a une chronologie. C'est ça le défi, comme je l'ai dit au cours du débat. Et il faut trouver un moyen, un mécanisme pour s'assurer, c'est pas seulement pour les Autochtones, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. Il faut trouver un moyen qui fasse en sorte que les compagnies, les sociétés, lorsqu'elles font leur campagne de publicité, qu'est-ce qu'on doit faire pour gérer ça? Pour s'assurer que nous sommes libres et éclairés. Je pense que c'est ça pour tout ce qui est les belles choses écrites sur papier par les États, les documents, les déclarations, les conventions contre la corruption, sur toutes ces questions. Nous avons l'entente mondiale des Nations unies sur
la responsabilité des sociétés, mais ça, c'est sur papier. Si elles ne sont pas suivies par des mesures concrètes, c'est ça le défi. Le défi important de gérer, de suivre de près et aussi de s'assurer que les grandes sociétés qui ont des fonds illimités pour faire en quelque sorte de l'information, entre guillemets, sur leurs actions, on est là, nous, les communautés locales. On a très peu de capacités, peu de fonds pour faire nos propres analyses, notre propre enquête, pour montrer l'autre côté de la médaille. Alors, c'est vraiment encore un plus gros défi que d'écrire des choses sur papier. Ce qui est sur papier, si ça veut dire quelque chose, il faut que ce soit suivi par des mesures concrètes. Merci. Vous avez parlé aussi du processus de démocratisation, n'est-ce pas, dans les communautés vulnérables. Autre chose sur le Nunavut? Quand j'ai fait mon rapport avant, c'était sur la session, l'atelier auquel j'ai fait le rapport pour quelqu'un d'autre, l'atelier 3, mais j'étais aussi participante à l'atelier sur le Nunavut et le Groenland. J'ai fait un petit résumé très rapide que Sarah a déjà dit, mais un des points, c'est que l'information sur l'exploitation de l'uranium doit être disponible dans la langue des Autochtones et aussi des non-autochtones. Actuellement, finalement, on exploite à un niveau anglophone, francophone très élevé et on ne communique pas l'information aux gens pour que ce soit vraiment facilement accessible. Et aussi, pour souligner ce que Sarah disait, l'exploitation minière de l'uranium ne tient pas compte du processus démocratique. Elle saute par-dessus ce processus démocratique. Okay, so I think we're moving to Africa. Parfait, je crois qu'on va se déplacer vers l'Afrique maintenant. Who was in that? Qui y était? Yeah, so it looks like I have been appointed facilitator for the Africa workshop. J'étais ce modérateur lors de l'atelier. Une recommandation est assez simple. Laisser l'uranium dans le sol. Les gens au Cameroun et au Mali ont vécu de mauvaises expériences d'exploration, comme des sources qui s'assèchent, des champs détruits. De 1000 trous qui sont apparus dans des champs, des gens qui cultivaient. Alors, tout cela a débouché à une recommandation, laisser l'uranium dans le sol. Si quelqu'un de l'atelier veut ajouter quelque chose, eh bien, vous n'avez qu'à le faire. Oui, on a vu l'impact de ces trous, de l'exploration soi-disant bénigne en Ontario, en Saskatchewan. Quelqu'un d'autre? Eh bien, on est presque arrivé. Une chose sur l'Afrique. J'ai participé, une chose qui m'a impressionné, c'est la collaboration de Bruno, de France et aussi l'organisation, je ne me rappelle plus. Il y avait des commentaires sur la valeur et la façon de maintenir cette collaboration.
On parlait de l'accès à la surveillance, aux formations. J'ai été assez surpris par la collaboration en Afrique qui était sur pied. Ah, mais je crois que on va aller sur l'Afrique. Je crois que ce qu'on a mentionné, c'est que au Canada, en Australie, ça va bien. Ils sont bien au fait de ce qui se passe en Afrique. Mais il y a aussi des entreprises qui font de l'exploration. En Afrique, ils sont moins à l'affût. Et puis, on est moins à l'affût de ce qui se passe. Alors, si le Canada, l'Australie voulaient s'assurer qu'on pouvait arrêter ces compagnies minières de leur pays, ainsi on pourrait arrêter cette exploitation en Afrique. J'avais 3 choses à partager sur le Grand Canyon, États-Unis. Les interdictions et moratoires temporaires devraient arriver à un moratoire et interdiction permanente. On devrait transitionner vers cela. Ensuite, une demande technique au comité scientifique. Il y a un besoin international sur les plummets liquides, sur la façon de les mesurer. On aimerait que les scientifiques de ce rapport puissent nous donner leurs mesures. Ensuite, les solutions. On aimerait, en tant que communauté, partager les bons coups, les réussites, afin qu'il y ait des impacts et de continuer le bon travail qu'on fait. Okay, we're back to Quebec. De retour au Québec, non? Ah. Bonjour, je faisais aussi partie du atelier sur le Grand Canyon, l'Ouest américain. On a parlé d'un sujet qui était très sensible pour moi. Les nations autochtones, et puis les Navajos, les Supais, d'autres peuples autochtones qui subissent les contre-coups du développement de l'uranium. Et c'est près de leur réserve ou sur leur réserve. Quelque chose qui m'a chamboulé est le fait que l'industrie de l'uranium dans l'article 106 est que l'industrie doit prendre des mesures de consultation et vraiment s'appuyer sur les peuples, mais ils ne sont pas consultés, ils ne font pas les vérifications nécessaires avec ces peuples. Ils ne font que chambouler. Et il y a des lettres de consultation qui arrivent à la tonne, mais rien ne se produit. Aussi, je voulais mentionner que l'on a parlé dans cet atelier du fait que, avec ces ressources naturelles, que veulent-elles dire pour ces Autochtones? Que ce soit des Autochtones en Australie, il y avait des tribus africaines ou des gens au Québec, ou que ce soit des peuples d'Amérique du Sud, ou peu importe. Il y a des ressources qui sont culturelles, qui sont très importantes. Nous sommes les ressources culturelles qui existent. J'aimerais aussi mentionner quelque chose de merveilleux qui subit les contre-coups de cette industrie, c'est l'eau. Je voulais ajouter cet aspect. Si on avait ajouté quelque chose à cette déclaration, ce serait le fait que nous sommes cette ressource culturelle. Nous adorons cette ressource culturelle comme toute autre chose. C'est que l'eau est le premier remède. Rien n'existerait sans l'eau.
tout cela m'affecte beaucoup parce que il y a un moratoire proche d'une réserve sur toutes les explorations de tout type proche de notre réserve et c'est pourquoi j'ai été assez sensible au sujet. C'est ce que j'ai retiré de cet atelier. Je voulais relayer le message. Et je vous remercie d'être ici parce que certains ont voyagé, ils viennent de très loin pour être ici. Merci beaucoup. Okay, let's keep Also going. from that workshop, Ça peut continuer. Ouais, sur cet atelier. natural wonders of the world, On a parlé des merveilles du monde, the landscapes that support des paysages native cultures, qui supportent les cultures autochtones, sont plus rares, valent beaucoup plus que l'exploitation de l'uranium. Et on devrait donc interdire l'exploitation de l'uranium à ces endroits. Okay, It's a workshop. great. You're the second last. It was for Avant-dernière. Acceptabilité sociale. C'est l'atelier sur l'acceptabilité sociale. Avant de vous partager le message à livrer, je voulais aussi mentionner quelque chose qu'on a mentionné pour l'INSC. Je ne sais pas si vous avez reçu l'information, mais j'ai été vraiment surprise lorsque l'on a parlé du CNSC au CLSC est seulement financé grâce aux permis qu'ils octroient. Elles doivent donc accepter des projets pour continuer. Je vais essayer de traduire tout cela parce que c'était un atelier en français. On a parlé du concept d'acceptabilité sociale qui implique une participation sociale. Il faut donc une bonne définition robuste pour ensuite prendre des mesures et que ça se traduise par des actions. Un présentateur avait 8 règles plutôt dans l'ordre de la présentation publique. D'avoir des bons objectifs, des mécanismes adéquats, des ressources investies adéquates afin de procéder avec une indépendance des procédés aussi, une qualité, une accessibilité de l'information. Tout cela va de pair avec ce que vous avez mentionné sur l'accès aux différentes langues, des documents dans les différentes langues, que tout le monde puisse participer, accès au processus, diversité de la participation, communication adéquate, modalité de participation claire, et avant de rendre une décision, de prendre en compte toute la participation, ensuite transparence et suivi. De plus, nous devons aussi savoir lorsque le processus débute et lorsqu'il prend fin. L'acceptabilité sociale n'est pas un processus afin d'obtenir un oui de la population. Il faut que l'on prenne en compte que la réponse peut être non. Au bout du compte, ce n'est pas si on accepte un projet, c'est plutôt si on décide d'accepter ou non un projet. Comment est-ce qu'on dit balise? Guidelines. Afin qu'on n'abandonne pas parce que c'est un processus continu. Et les gens ne veulent pas. Il faut plutôt comprendre l'information, puisque à certains moments, on donne de l'information tant que l'on n'a pas un oui.
Oui, lorsqu'on regarde pour les communautés qui veulent accepter les déchets avant que le Parlement anglais aille en élection, ils ont demandé de passer par-dessus les décisions des communautés en Angleterre. Donc, ils vont regarder du côté de la participation tant qu'il n'y a pas de résistance. On devrait regarder en Saskatchewan. Quelque chose d'autre sur l'acceptabilité sociale au Québec? C'est assez détaillé. Je crois que c'est celui sur la Saskatchewan, encore le dernier. Les déchets nucléaires au nord de l'Ontario et au nord de la Saskatchewan. Quelqu'un a un rapport à faire? C'est fait? Ah ben, vous êtes contente? Parfait. Quelque chose d'autre à rendre compte? Vous revenez? Cette femme là-bas a parlé de façon vraiment éloquente. Elle s'est nommée avec son nom d'esprit, son spirituel plutôt. On avait une recommandation sur l'hydro. Les deux premiers ministres devraient se joindre ensemble et vendre de l'hydroélectricité et se débarrasser ensuite du réacteur. Il y avait le DGAR. Lorsque le panel arrive le mois prochain, on devrait en retirer quelque chose de positif, mais essayer aussi d'apporter notre critique plutôt que ce soit un dépôt idéologique. On veut aussi publiciser le fait que les municipalités autour de Kincardine se font payer afin de ne pas parler du DGR. Et on parle beaucoup de votre position et j'aimerais que vous leviez parce que c'était vraiment éloquent. Michael, tu peux en ajouter, mais on a parlé des droits des Autochtones. On a parlé de la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies. Le Canada doit se réconcilier avec le concept des droits autochtones qui date d'avant la Confédération, d'avant notre Constitution. C'est le Canada qui doit